conférence s'inscrit dans le cadre du village de santé. Nous organisons depuis ce matin avec l'association une manifestation, pour l'instant, au moins un point de réussite, c'est la présence de nombreux, je dirais, stands, et surtout d'associations et d'institutionnels. Voilà, je vais remercier particulièrement l'ARS, l'un de ces éminents représentants qui est ici, et qui a organisé aussi l'Agora de santé. Parce que l'Agora de santé qui s'est déroulée dans différentes micro-régions de Corse pendant quelques jours, a choisi de faire son final à côté à cette occasion. D'ailleurs, vous voulez dire quelques mots, vous êtes le bienvenu. Juste quelques mots, c'est effectivement la clôture de 10 jours d'Agora de la santé consacrée cette année à l'alimentation, santé et à l'activité physique. 2 points clés en matière de prévention sur différentes maladies et en particulier de pathologies chroniques. C'est être en bonne santé au quotidien pour chacun d'entre nous et c'est particulièrement important pour des gens qui ont eu des soucis de santé. Donc on a eu des actions plus ou moins ambitieuses, du Cap jusqu'à l'extrême sud, d'Ajaccio à Bastia, en mobilisant plus de 40 partenaires, dont le CPE Arena, je te remercie aujourd'hui, pour sa performance, de réunir autant d'acteurs, autant de partenaires, en un seul jour, en un seul lieu, sur différentes thématiques, y compris les questions de prévention et d'alimentation santé. Merci beaucoup et bravo. Voilà, donc, professeur Barlet, que beaucoup de vous n'êtes pas un inconnu, c'est quand même le directeur général du Gustave Roussy à Villejuif, qui est le 4e centre mondial de la recherche sur le cancer. Il est à l'origine de pas mal de découvertes, et comme c'est un chercheur, il cherche encore. Il doit aller plus loin. Et en tout cas, je vous disais tout à l'heure, mais il n'y avait pas les mêmes interlocuteurs, le professeur Barlet, qui est originaire de Corse, a une sensibilité particulière pour nos concitoyens. Donc, au nom de tous, je voulais le remercier. Si c'est à moi de le faire, je prends l'initiative. Le remercier parce qu'il a une écoute particulière auprès des malades. Donc, je le remercie. Merci M. Ferrach, merci à tous de m'accueillir à Corté, dans lequel j'ai énormément de malades et je n'étais jamais venu à l'hôpital de Corté-Natal, donc je suis encore plus heureux que cette conférence se fasse ici. Et je le soulignais avec vos partenaires de Corse Matin, il faut souligner la qualité de ce qui est fait ici. Tout n'est pas possible, mais beaucoup de choses très bien sont faites ici. Il faut avoir confiance dans le système de santé qui existe en Corse, même si évidemment, comme tous les hôpitaux, toutes les structures, il faut continuer à progresser, à se développer en permanence. Alors j'espère que ceux qui sont au fond voient l'écran, je ne suis pas sûr à 2000%. Donc je voulais effectivement essayer d'aborder avec vous ce qui me semble être les 4, en tous les cas au moins 4 grands défis de la cancérologie moderne. Si on regarde ce que nous, en tant que société, on pense du cancer, en fait on est 67, enfin quasiment 70% à avoir peur un jour d'être touché par la maladie. Donc ça montre que c'est une maladie qui aujourd'hui est tenue moins secrète, on est capable d'en parler, et finalement c'est une maladie qui fait partie de notre quotidien, et c'est à juste titre, puisque si on regarde aujourd'hui les chiffres, alors de loin vous les voyez peut-être pas facilement, mais je vais vous donner des grandes figures. La première, c'est le nombre de cas en France, c'est à peu près 450 000 aujourd'hui. Si on veut retenir un chiffre simple, d'ici la fin de la décade, on sera à 1,5 million de nouveaux cas par an. C'est une maladie dont le nombre de cas a été multiplié par 2 en 30 ans. Entre 1990 et 2020, le nombre de cas a été multiplié par 2. Heureusement, dans le même temps, le nombre de malades qui sont guéris de cette maladie a aussi augmenté. On est passé d'à peu près 1 malade sur 2 dans les années 90 à 2 malades sur 3 aujourd'hui. Puisque vous voyez, il y a à peu près 150 000 décès par an pour 450 000 nouveaux cas. Donc c'est à peu près 1 malade sur 3
qui va malheureusement mourir de sa maladie, mais heureusement, 2 sur 3 qui vont en être guéris. Quelles sont les maladies principales? Vous les connaissez évidemment, c'est pour les femmes, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein. Pour les hommes, c'est le cancer de la prostate. Dans les deux sexes, c'est le cancer du poumon, qui aujourd'hui est en train de devenir la première cause de mortalité par cancer, avec une augmentation qui continue chez les femmes, alors qu'elle est plutôt en train de diminuer chez les hommes. Mais une partie de notre inquiétude vient de l'augmentation très importante des cancers digestifs, et notamment des cancers digestifs chez les sujets jeunes. Quand on parle de sujets jeunes, c'est des gens qui ont moins de 40 ans et qui aujourd'hui sont touchés par la maladie. Et si le nombre de cas a doublé globalement, si on regarde le cancer du pancréas par exemple, c'est une augmentation de 300% des cas de cancer du pancréas, et il est probable que d'ici la fin de la décade, le cancer du pancréas soit la deuxième ou première cause de mortalité par cancer, avec approchant probablement 30 000 nouveaux cas par an. Alors qu'est-ce qui explique ça? Il y a en tous les cas pour les cancers du côlon des données, alors évidemment de loin vous ne le voyez pas, mais c'est des données scientifiques solides qui montrent que la consommation d'aliments ultra transformés, en gros, et j'espère qu'il n'y en a pas trop, tout ce que vous achetez dans les supermarchés tout préparé, c'est une alimentation qui possiblement, dans les pays occidentaux, est en rapport avec l'augmentation des pathologies digestives. Et dans ce travail qui était fait, il montrait qu'il y avait un risque augmenté de 20% de cancer du côlon pour les sujets qui consomment plus d'aliments ultra transformés par rapport aux autres. Il est possible que dans le cancer du pancréas, ça soit aussi la même origine. Il est possible aussi que ce soit non seulement les aliments eux-mêmes, mais peut-être la manière dont on emballe ces aliments avec le rôle des microplastiques. Ce n'est pas démontré aujourd'hui, mais c'est des pistes qui pourraient expliquer les grands changements sociétaux qu'il y a eu dans les dernières 30 années, notamment dans les pays occidentaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une attention au quotidien, et on parlait à l'instant du rôle de la prévention et de comment on peut chacun agir. Mais il est clair que l'alimentation en fait partie. Et si cette maladie est pour nous une maladie qui existe de manière fréquente dans notre quotidien, c'est aussi parce que comme on guérit plus de patients, en fait on a plein de gens autour de nous qui ont eu la maladie. Alors c'est ce qu'on appelle les patients vivant avec le cancer. Ils peuvent être en cours de traitement et aller très bien, ils peuvent avoir été traités et être en phase de surveillance. Aujourd'hui en France, c'est quasiment 4 millions de personnes. Vous voyez, c'est important, parce que 4 millions, ça veut dire que peu ou prou, dans notre entourage, même relativement proche, on a forcément quelqu'un. Donc c'est normal qu'on ait ce sentiment que cette pathologie est très présente dans notre entourage. Et vous voyez que si on regarde 4 millions de personnes, c'est beaucoup plus que les maladies coronariennes, 1,5 million, c'est beaucoup plus que la maladie d'Alzheimer, 1 million. Donc c'est vraiment une pathologie de notre quotidien. Et du coup, la question est, comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte d'arriver maintenant à guérir, non seulement tous ceux qu'on guérit déjà aujourd'hui, mais aussi le tiers de malades qu'on n'arrive pas à guérir. Et la première chose, c'est de se dire, finalement, si on veut guérir plus de malades, la première chose à faire, c'est d'avoir moins de cas de cancer, ou en tous les cas, si on a à essayer d'avoir des cas les moins graves possibles, c'est-à-dire les diagnostiquer précocement. Aujourd'hui, il faut bien avoir à l'esprit, et même si c'est une des questions que posent beaucoup de malades quand ils sont touchés par la maladie, ou que souvent posent les familles, en fait, il y a très peu de formes génétiques de cancer. Si on regarde, je ne vous ai pas mis tous les exemples de toutes les pathologies, mais si vous regardez, par exemple, dans les cancers du sein, c'est seulement 5 à 10% des cancers du sein qui sont liés à une altération génétique transmissible, quelque chose qui est une forme familiale de cancer. Donc la majorité de ces maladies surviennent alors qu'il n'y a aucun autre facteur particulier et pas forcément de pathologie, de pathologie identique dans la famille. Et vous voyez que lorsque vous avez ce type d'anomalie, et c'est ça qui justifie de les identifier s'il y a plusieurs cas dans une même famille. Donc clairement, ça veut dire s'il y a plusieurs cas, il faut une enquête oncogénétique, et c'est en général ce que propose l'ensemble des médecins. Donc si ce n'est pas génétique, ça veut dire que peut-être on peut faire quelque chose contre lutter la maladie. Et là aussi, on est quasiment 70% dans les enquêtes d'opinion à considérer que oui, on peut faire quelque chose pour changer le risque de cancer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire?
il faut regarder quels sont les 4 principaux facteurs de risque. Et dans les 4 principaux facteurs de risque, vous allez voir qu'on peut agir sur quasiment tous. Il y a d'abord la consommation d'alcool, qui est en rapport avec énormément de pathologies. Il y a ceux qu'on connaît le plus, tous les cancers ORL, les cancers de l'œsophage. Vous voyez que le cancer du sein est aussi influencé par la consommation d'alcool. Vous voyez que le cancer de l'estomac également. Le deuxième facteur, évidemment, c'est le tabac. Et on sait qu'en Corse, on est malheureusement assez surexposé au tabagisme. On est parmi les régions qui consomment le plus de tabac. On est parmi les régions où les jeunes sont les plus nombreux à avoir consommé du tabac. Et on sait qu'on a aussi une prévalence du tabagisme féminin qui est extrêmement importante. Et je ne sais pas s'il y a toujours s'il y a des représentants de l'administration de l'hôpital, mais j'ai vu en arrivant des gens fumer juste à côté de la porte. Ça existait à Gustave-Amphi quand je suis arrivé en 2020. Et on en a décrété hôpital sans tabac, c'est-à-dire que personne ne peut fumer sur le périmètre de l'hôpital, y compris à l'extérieur des bâtiments. Et je crois qu'il faut arriver à se battre contre ça. C'est une première manière de montrer l'exemple pour les patients, évidemment, qui sont là, mais aussi pour toute la société qui passe devant l'hôpital tous les jours. Le troisième facteur, c'est le surpoids et l'obésité. Et ça influence le risque de cancer du sein, de cancer du foie, de cancer du pancréas, mais aussi de cancer du rein, de cancer de l'endomètre. C'est parce que lorsqu'il y a une surcharge pondérale, en fait, on a une synthèse de certaines hormones qui est en plus grande quantité, ces hormones vont être elles-mêmes un facteur de croissance des cellules tumorales. Donc clairement, lutter contre le surpoids et l'obésité est extrêmement important si on veut réduire les pathologies cancéreuses. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est du domaine de l'alimentation déséquilibrée et de la sédentarité, du manque d'exercice, où clairement aujourd'hui, il faut qu'on arrive à lutter. Et je pense qu'encore s'il y a peut-être un peu plus qu'ailleurs, une conscience quand même de, je dirais, ce qu'on peut produire de manière naturelle, dans un circuit qui est relativement court, et probablement qu'on peut optimiser un petit peu ça et se réapproprier des manières de manger qui soient moins dépendantes des alimentations surpréparées. Et puis, il y a d'autres éléments. Et je veux insister aujourd'hui sur ce point qui concerne l'HPV. Vous connaissez tous le Human Papillomavirus, l'HPV. Vous savez que c'est un virus qui est responsable, qui est capable d'induire des pathologies cancéreuses, à la fois au niveau ORL, mais évidemment également au niveau des organes sexuels, féminins ou masculins, plus rarement, mais le plus souvent féminins. Le cancer du col de l'utérus, c'est encore aujourd'hui 3000 cas par an en France et 1100 décès. Donc c'est pas rien parce que ça se fait en plus à un âge qui est souvent précoce, 51 ans. Or, aujourd'hui, nous disposons d'une vaccination anti-HPV qui est efficace. Les dernières études publiées récemment ont encore montré qu'il n'y avait aucun effet secondaire associé à cette vaccination anti-HPV. Et vous voyez qu'il y a des chiffres dans des pays qui se sont engagés très précocement dans la vaccination anti-HPV, qui permet de montrer ici, c'est le résultat de ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Donc en orange ici, vous avez la courbe de risque des malades qui n'ont pas été vaccinés. Donc vous voyez que petit à petit, au fur et à mesure de la vie, vous avez un risque de développer cette pathologie qui augmente chez les femmes. Si vous regardez les gens qui ont été vaccinés entre 17 et 30 ans, vous voyez que le risque il est quand même très diminué, mais il existe encore. Par contre, si vous regardez les gens qui ont été vaccinés avant l'âge de 17 ans, il n'y en a quasiment pas, ça n'existe plus. 87% de réduction du risque. C'est une maladie qui a été éradiquée dans ces pays. Et vous savez qu'il existe aujourd'hui en Corse, depuis la rentrée, une campagne de vaccination pour les jeunes collégiens. Je comprends qu'il puisse y avoir de l'appréhension. On a traversé une période où tout ce qui touchait au domaine des vaccinations a été très challengé. Il faut réellement avoir confiance dans ces données. Ces vaccins sont utilisés depuis plus de 20 ans dans énormément de pays dans le monde. Vous avez la possibilité de protéger vos enfants ou vos petits-enfants de cette maladie de manière définitive. Et il est clair que nous devons tous collectivement pousser à la vaccination anti-HPV. Et puis, si on n'arrive pas à prévenir la maladie, éviter qu'elle arrive. On sait qu'une maladie va être d'autant plus facilement guérissable qu'elle va être diagnostiquée à un stade précoce. Et ça, c'est l'impact de toutes les campagnes de dépistage. Alors aujourd'hui,
je ne vais pas vous parler de technologies de dépistage très sophistiquées. Elles vont arriver. Demain, on est déjà capable aujourd'hui d'identifier sur une prise de sang des marqueurs, des anomalies, parce qu'il y a des petites modifications qui sont associées à certaines pathologies. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de dire exactement chez qui il faut le faire, dans quelles circonstances, combien de fois il faut le renouveler. Donc, ce n'est pas encore du domaine de la routine, mais ça va arriver. Mais d'ici là, on a déjà des possibilités. Si on regarde le dépistage le plus connu de tous, le cancer du sein, et si on regarde aujourd'hui en France, combien vous avez de personnes, de femmes qui se prêtent au dépistage du cancer du sein, c'est à peu près 35%. Alors même qu'on ne s'est pas fixé 100% de participation. On considérait déjà qu'être à 70% de participation, c'était l'objectif, et qu'on n'est même pas à la moitié de ça. Et si vous regardez en Corse, ben vous voyez que malheureusement, les chiffres sont encore plus pessimistes, notamment pour certaines régions. Alors la Balagne est plutôt pas trop mal, mais vous voyez qu'il y a d'autres régions, notamment vers le sud, où la prévalence du dépistage du cancer du sein est très faible. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, c'est une œuvre collective, d'où l'importance, on en discutait tout à l'heure, de pourquoi il faut faire ces réunions, pourquoi il faut en faire plein. Il faut en faire le jour, il faut en faire le soir, il faut arriver à en discuter. Plus vous avez d'informations, plus vous êtes capable d'expliquer quel est l'impact, plus on peut espérer que les gens se prêtent au dépistage. Et bien sûr que quand vous êtes une femme, que vous êtes jeune, que vous avez 50 ans, vous dites, bon, de toute façon, le risque, ok, il est relativement faible, ben, c'est un peu, on joue un peu à la roulette russe, et on dit, bon, c'est pas grave, je verrai, je le ferai l'année prochaine ou dans 2 ans. Ben, c'est un mauvais calcul, parce qu'aujourd'hui, on sait que le dépistage fonctionne, et je vais vous montrer les chiffres juste après. Deuxième élément sur lequel je veux insister. La Corse n'est pas toujours en avance dans tous les domaines de la santé, mais il y en a où elle est. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui montrent clairement que faire un dépistage du cancer du poumon en faisant un scanner, ce qu'on appelle basse densité, c'est-à-dire avec peu d'irradiation, de le faire tous les 2 ans ou tous les 3 ans en fonction des différents protocoles qui existent, de le faire de manière annuelle, biannuelle ou tous les 3 ans, chez des sujets de plus de 55 ans, qui ont fumé pendant un certain temps, qui n'ont pas d'autres pathologies pulmonaires, on sait que ça diminue la mortalité spécifique par cancer du poumon de 20%. Ça a été démontré dans des études colossales qui ont inclus plusieurs dizaines de milliers de malades, et aux États-Unis et en Europe. Ça marche. Pour une raison mystérieuse, nos instances nationales ont décidé qu'il fallait encore faire des études. Donc, il n'y a pas de dépistage national organisé du cancer du poumon. Et c'est la raison pour laquelle on avait poussé avec quelques collègues, et en particulier le centre de dépistage des cancers en Corse, les médecins libéraux, les radiologues, à dire il faut qu'on propose ça. Et on a fait ce programme qui s'appelle Acapulco. Enfin, ils ont fait parce que c'est eux qui le drive aujourd'hui. Le programme Acapulco, c'est si vous êtes dans ces catégories, vous pouvez bénéficier d'un dépistage du cancer du poumon. Et regardez, c'était les premiers chiffres qui ont été communiqués à la fin de l'année, enfin pas 2023, à la fin de l'année 2022. Il y avait eu 400 personnes qui avaient été incluses dans ce programme. 200 scanners qui ont été réalisés, 10% d'examens anormaux, c'est ce qu'on attend dans les grandes études, c'est exactement ce qu'on attend. 2% de cancers identifiés, c'est exactement ce qu'on attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui ont potentiellement été sauvées de cette maladie en participant à ce programme. Alors bien sûr, 4, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais si tout le monde le fait, si tout le monde participe, vous pouvez le faire. Vous devez convaincre les gens autour de vous, ceux qui ont plus de 55 ans, qui sont fumeurs, d'aller faire ce type de dépistage. Identifier un cancer du poumon de stade très précoce, c'est une chance d'être guéri. Dans 80% des cas, le diagnostiquer à un stade avancé, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc il y a une chance particulière en Corse. Donc je pense qu'on peut vraiment s'en féliciter. Mais juste ayez à l'esprit que tous les dépistages qui sont aujourd'hui validés fonctionnent. Et si vous devez retenir un seul chiffre, disons qu'en gros, ça diminue la mortalité de 20%. Il y a certaines variations. Le cancer du sein, c'est 15 à 30% en fonction du type exact. Le côlon, c'est 24%. Le poumon, c'est 15 à 25%. La prostate, 20%. Mais retenez juste un chiffre simple, 20%. Un malade sur 5. Donc, c'est pas rien. Un malade sur 5. Si vous regardez le nombre de personnes qui sont éligibles au dépistage en Corse, c'est-à-dire en gros les sujets de plus de 50 ans
pour les cancers digestifs, les cancers du sein, cancer du poumon pour lequel c'est possible aussi, ben, ça veut dire qu'on a quand même aujourd'hui une partie non négligeable, plusieurs centaines de personnes qui peuvent éviter de mourir de cette maladie grâce à des outils qui existent déjà. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses extrêmement sophistiquées. La difficulté, vous allez me dire pourquoi ça ne marche pas ce dépistage, pourquoi on n'y va pas. En fait, il faut regarder un peu l'histoire. Qui c'est qui a inventé le dépistage? C'est les Suédois. Alors bien sûr, il n'a échappé à personne que les Corses ne sont pas exactement des Suédois. Et qu'évidemment, développer en Corse ou dans le Sud des techniques qui avaient été mises en œuvre dans des pays nordiques, ben, la probabilité que ça prenne exactement pareil n'était évidemment pas garantie. Et la difficulté, c'est qu'en fait, on a le sentiment que notre risque, il est faible. Et en fait, il faudrait arriver à perfectionner notre capacité d'identifier la maladie chez des sujets dont le risque lui-même, il est déjà plus élevé que la moyenne des gens. Et c'est ce qu'on fait avec Gustave aussi, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Interception, qui est en fait l'identification par un algorithme des sujets prédisposés à un haut risque de développer des pathologies cancéreuses. Que ce soit parce qu'il y a des caractéristiques génétiques, que ce soit parce qu'il y a une exposition à des facteurs environnementaux, le tabac, l'alcool, des problèmes alimentaires, que ce soit parce qu'il y a une exposition à des toxiques professionnels, que ce soit parce qu'il y a, par exemple, des enfants qui ont été traités quand ils sont jeunes, et malheureusement on sait que les enfants qui ont déjà été traités pour un premier cancer ont un risque plus élevé de développer une seconde pathologie cancéreuse, etc., etc. Et donc ce programme, il a été développé, ça a plus de 10 ans de travail pour le développer avec Gustave Roussy. Il est en fonctionnement depuis 2021 et c'est plus de 8000 sujets, parce que ce n'est pas des malades, hein, c'est des gens qui ne sont pas malades, qui sont passés dans ce programme. Il va être étendu à 4 centres de lutte contre le cancer en 2024. Il sera étendu sur 16 centres en 2025. Il n'y a pas de centre de lutte contre le cancer en Corse. Il faut qu'il y ait un centre Interception en Corse, ou plusieurs d'ailleurs. Et ce programme, Gustave Roussy le donne aux centres qui veulent l'implémenter. Donc on ne demande rien en contrepartie. On veut simplement, évidemment, il y a un certain nombre de choses à suivre, parce qu'on veut que le programme soit valide. En même parallèle de ce programme, il y a des aspects de recherche, mais on peut l'implanter à Bastia, à Ajaccio, à Corté. Il peut être implanté partout. Donc clairement aujourd'hui, c'est la nouvelle génération d'outils qui va commencer à utiliser des tests biologiques sanguins, l'intelligence artificielle pour identifier le niveau de risque. Donc tout ce premier volet, c'est diminuer le risque, identifier plus précocement, c'est une des grandes armes de lutte contre le cancer aujourd'hui. Le deuxième grand volet, c'est la médecine qu'on appelle la médecine de précision. Vous avez probablement tous entendu ce terme. La médecine de précision, c'est quoi? Alors, avant, et malheureusement tous ceux qui ont été touchés par la maladie le savent, quand vous avez une anomalie, le premier résultat que vous attendez, c'est l'anatomopathologie. On va faire un prélèvement et les anatomopathologistes vont mettre ces prélèvements sous un microscope et l'examiner. Mais pendant des années et des années, voire pendant plusieurs centaines d'années, on n'a disposé que de ça. Donc il faut imaginer ici, sur une coupe histologique, vous voyez au milieu, c'est ces cellules, ces cellules-là sont des cellules cancéreuses. On voit qu'elles sont un peu plus grosses, un noyau très gros. Ici, on voit qu'elles sont en train de se diviser, peu importe. Et puis, autour, il y a ce qu'on appelle l'environnement microtumoral. Mais, vous voyez, l'anatomopathologiste, il pouvait un peu regarder quelles cellules il y avait, mais il n'en tirait pas d'informations particulières. Pendant des années, on a basé notre stratégie sur le diagnostic, quelques caractéristiques, mais pas plus. D'où est-ce qu'est venu le progrès? Le progrès, il est venu, et c'est pas vieux, puisque c'est le début des années 2000, et vous vous souvenez qu'au début des années 2000, en 2003, a été révélé, a été mis à disposition les caractéristiques et le séquençage complet du génome humain. Donc vous savez que c'est une entreprise qui a coûté plus de 2 milliards, qui a pris 20 ans, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des technologies très sophistiquées pour le faire. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de dire, puisque je connais les caractéristiques génétiques de la cellule normale, je vais regarder les caractéristiques génétiques de la cellule cancéreuse pour comprendre qu'est-ce qui fait la différence. Et si j'identifie une différence, c'est peut-être ça le moteur biologique de la maladie. Et si je l'ai identifié, je peux peut-être le bloquer de manière précise.
Et c'est exactement ce qui a été fait. Je vous l'illustre ici avec une des premières anomalies qui a été identifiée. Ce n'est pas la première, mais c'est ce qu'on appelle les mutations de l'EGFR. Elles ont été identifiées en 2004, 2005. Et vous voyez ici, c'est le cas d'un des premiers patients qu'on avait traité, identifié. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, ici vous reconnaissez une coupe du thorax à peu près à cette hauteur. Au milieu, vous avez le cœur. Et puis ici, vous avez cette énorme tumeur avec un trou au milieu. Elle est excavée. Et tous ces petits points blancs, c'est des métastases. Le poumon, normalement, il est noir. Tous les points blancs, c'est des métastases. Et bien, vous voyez qu'un mois plus tard, et c'est pas un fake, hein, un mois plus tard, il n'y a quasiment plus rien. Alors, il reste des choses, mais il n'y a quasiment plus rien. Ça, c'est parce que, comme vous identifiez précisément le mécanisme biologique à l'origine de la maladie, si vous êtes capable de le bloquer spécifiquement par un médicament qui a été designé pour ça, bien vous arrivez à avoir à la fois une réponse qui est très intense, très rapide et prolongée dans le temps. C'est tout ce qu'on appelle le grand domaine des thérapies ciblées, des traitements bioguidés, etc., qui peuvent être des petites molécules par voie orale, qui peuvent être des anticorps, par exemple le trastuzumab, l'Herceptin, que un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, etc. Donc ça, c'est ce premier champ qui a été ouvert, mais on continue à progresser aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les nouvelles générations, les nouvelles pistes? Et peut-être il y en a parmi vous qui en ont reçu. Il y a d'abord tout le champ de ce qu'on appelle les anticorps conjugués. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour les malades qui reçoivent de la chimiothérapie, on injecte la chimiothérapie dans la circulation générale, en espérant, ou en tous les cas, et on sait que c'est le cas, elle est captée par les cellules qui se multiplient le plus vite possible. Et donc, c'est un effet différentiel entre les cellules qui se multiplient vite et celles qui se multiplient lentement. Ce qui explique les effets secondaires, parce que les cellules du sang se multiplient vite, c'est pour ça qu'on a une toxicité hématologique. Ces nouvelles stratégies, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un petit bout du médicament qui en fait va reconnaître une anomalie qui n'est présente que sur la cellule cancéreuse, ou très majoritairement sur la cellule cancéreuse. Et à l'autre bout du médicament, je lui mets une petite molécule de chimiothérapie pour amener la chimiothérapie spécifiquement sur la cellule cancéreuse. Donc tout ça sont des médicaments, c'est une nouvelle catégorie qu'on appelle les anticorps conjugués. Il y a des médicaments qui sont aujourd'hui validés, hein, qui sont utilisés notamment dans le cancer du sein, le trastuzumab deruxtecan, etc. Mais aujourd'hui, on apprend de mieux en mieux comment les contrôler, éviter les toxicités, être de plus en plus précis, etc. Donc ça, c'est une famille de médicaments dont vous entendrez parler dans le futur. Et de l'autre côté, c'est tout ce qu'on appelle les radioligands. Les radioligands, c'est un peu la même idée. C'est on identifie une anomalie qui est présente spécifiquement sur la cellule cancéreuse et au médicament, on lui met un petit principe radioactif. Il va venir se fixer, la radioactivité va se délivrer sur la cellule cancéreuse et la cellule cancéreuse va mourir. C'est ce qu'on fait notamment dans certains cancers de la prostate avec le PSMA lutécium, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et on arrive à, si la tumeur exprime bien le PSMA, et on fait un examen métabolique avant, si elle exprime bien, on peut traiter spécifiquement avec ce type de composé. Et du coup, bien évidemment, à partir du moment où la preuve du concept est faite, ben on essaye de développer plein de médicaments de ce type-là, et c'est aussi ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée, peu importe le terme, mais c'est tout ce qui va être comment on peut faire de la radiothérapie beaucoup plus précise que ce qu'on le faisait avant en faisant une radiothérapie. Donc ça, c'est tout le champ des thérapies ciblées, tout ce qui est parti de la meilleure connaissance du génome. Et puis, il y a un autre champ. Cet autre champ, il est très ancien. Et c'est le docteur Collet, qui était un chirurgien, et c'était un chirurgien new-yorkais, qui s'occupait des sarcomes, qui est une pathologie assez agressive, vous savez que ça touche parfois les sujets jeunes, et un jour, totalement exaspéré de voir des jeunes malades mourir, il avait une jeune patiente, il dit c'est pas possible, il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose. Et vous voyez, il a publié ses résultats en 1908. Et ça a été quoi son idée? Qui est relativement géniale, même si évidemment aujourd'hui, l'éthique ne permettrait pas de faire pareil. Il dit en fait, puisque on arrive, il y avait la première compréhension de comment les maladies infectieuses étaient guéries. Elles étaient guéries par notre propre système immunitaire. À l'époque, il n'y avait pas des tonnes d'antibiotiques et compagnie. Donc il dit en fait, si j'arrive à diriger, à gruger le système immunitaire, lui faire croire qu'il lutte contre une infection, et qu'en fait, il m'aide à détruire les cellules cancéreuses, je vais arriver à traiter le cancer. Et donc il a injecté du staphylocoque dans la tumeur, et effectivement, il est arrivé chez certains malades à faire détruire cette tumeur, ou en tout cas améliorer grandement la tumeur. Donc il avait fait la preuve du principe,
que notre propre système immunitaire pouvait aller se réattaquer, si on le manipulait, à la tumeur. Et c'est la magie de l'immunothérapie. Alors, ce qu'on a cherché à faire pendant très longtemps, c'est essayer de stimuler le système immunitaire. On s'est dit, si le système immunitaire, enfin si la tumeur existe, c'est parce que le système immunitaire a été dépassé. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on le dope, et on a utilisé tout ce qu'on comprenait dans les voies biologiques pour le doper. Et en fait, c'était une erreur, parce que ce qui a marché, c'était en fait au contraire de comprendre ce qui bloquait le système immunitaire, et en fait de bloquer le blocage. Et c'est ce qu'ont découvert ces deux chercheurs, James Allison pour une première molécule, et Tasaku Honjo pour une autre molécule, un américain et un japonais, qui ont démontré, pour deux anomalies, peu importe le mécanisme, on pourra en reparler, que finalement, si on arrivait à bloquer ce système de blocage, on arrivait à rétablir l'activité du système immunitaire. Et l'idée est simple, c'est qu'en fait, on a tous dans notre organisme un espèce de rétrocontrôle. Quand vous faites une infection, vous voulez que votre système immunitaire soit activé. C'est pour ça que vous avez de la fièvre, c'est pour ça que vous avez, il peut y avoir des rougeurs si vous avez une infection de la peau, etc. etc. Mais vous ne voulez pas que votre organisme entier devienne une torche parce que le système immunitaire va s'attaquer à toutes les parties. Et donc, il y a un système de rétrocontrôle pour bloquer un peu, vous voyez, pour balancer, une fois que le système immunitaire a été activé, pour le ralentir un peu, pour qu'il ne s'attaque aux cellules, qu'aux bactéries malades pour ce qui est du système de la lutte anti-infection. Les tumeurs, en fait, elles utilisent ce système-là. En fait, elles vont utiliser un système en disant aux cellules du système immunitaire « Non, c'est bon, tu peux t'arrêter, ne m'attaque pas ». Elles mettent une espèce de masque de protection. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'on peut lever ce masque de protection qui s'appelle PDL1 ou CTLA4. Pour la petite histoire, CTLA4, c'est une molécule qui a été découverte c'est une cible qui a été découverte en France, à Marseille exactement. Et donc, c'est ce qui a ouvert l'ère de l'immunothérapie à partir des années 2010-2011. Et c'est là où on a commencé à développer l'immunothérapie. Et il y a des exemples que vous connaissez probablement. Ici, si vous regardez, c'est un patient qui a un mélanome. Vous voyez que déjà, il a une espèce de cicatrice énorme, parce que vous savez que lorsqu'on trouve un mélanome, on va prendre des marges de sécurité. Donc vous voyez déjà par quoi ce pauvre monsieur est passé, et vous voyez que malheureusement, bien qu'il ait une chirurgie très large, il a une récidive avec ses nodules autour. Vous voyez que sous immunothérapie, en quelques semaines, il n'y a plus rien. Et là, vous voyez sur la droite les images d'un lymphocyte, de lymphocytes qui s'attaquent à la cellule tumorale et vont les faire disparaître. C'est l'immunothérapie moderne. Et donc ça, aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines d'indications pour l'immunothérapie dans des stades avancés de la maladie, mais aujourd'hui aussi dans des stades précoces, dans des situations post-opératoires ou au contraire préopératoires pour optimiser la réponse du système immunitaire, diminuer la tumeur, éviter que les lésions ne disséminent et arriver à guérir plus de malades. Alors sur cette base-là, vers quoi on va aujourd'hui? L'idée c'est que malheureusement, même si on a une bonne connaissance biologique, ces médicaments, ces immunothérapies actuelles marchent chez à peu près 20% des patients de manière très prolongée. Et on a même des patients, alors on met des guillemets parce qu'on ne sait pas expliquer exactement pourquoi, mais guéris de leur maladie, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une immunothérapie, on l'a arrêté et il n'y a pas de rechute pendant plusieurs années. Alors la première chose, c'est de dire, est-ce qu'on peut continuer cette manipulation du système immunitaire? Donc il y a tout ce qui est du domaine des anticorps bispécifiques, ce qu'on appelle les T-cell engagers. En fait, les cellules du système immunitaire qui détruisent les tumeurs, c'est des lymphocytes T, pour faire simple. Et ces lymphocytes T, parfois, ils sont un peu bloqués. Donc ce qu'on fait avec ces molécules, c'est qu'on dit, on va mettre une partie de la molécule qui repère la cellule tumorale, une autre partie qui s'accroche au lymphocyte T, du coup les deux vont se retrouver à proximité, et le lymphocyte T va détruire la tumeur. Donc ça, c'est toute une classe de médicaments qui va manipuler le système immunitaire pour rapprocher les cellules du système immunitaire des cellules cancéreuses ou pour permettre d'activer certaines cibles dans le système immunitaire. C'est aussi le cas des vaccins, par exemple. Et puis la deuxième partie, c'est tout ce qu'on appelle, et vous en avez probablement entendu parler dans les médias, les CAR T-cells et les TILS qui sont autre chose un peu plus sophistiquée. Alors les CAR T-cells, c'est quoi? C'est de dire en fait ce que la cellule du système immunitaire reconnaît, c'est un antigène. Cet antigène, il est à la surface de la cellule tumorale. Mais en fait, dans les maladies, dans les tumeurs solides, cancer du côlon, du poumon, du sein, en fait, les tumeurs, elles sont très hétérogènes. Toutes les cellules ne sont pas exactement pareilles. Donc, elles n'ont pas toutes exactement les mêmes antigènes. Et donc, c'est très difficile pour le système immunitaire d'arriver à toutes les reconnaître. Et donc,
ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre des cellules du système immunitaire dans le sang des patients, on va les manipuler pour qu'elles reconnaissent spécifiquement des antigènes qu'on aura choisis, on va les faire se multiplier au laboratoire et on va les réinjecter aux patients. Et ces cellules qui ont été donc éduquées, dressées pour reconnaître une anomalie particulière, elles vont aller détruire les cellules cancéreuses. Et ça, dans les lymphomes par exemple, c'est des traitements de seconde intention avec des malades authentiquement guéris par cette maladie. Malheureusement, ça non plus, ça ne marche pas dans tous les cas, donc il y a beaucoup de travaux pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis la dernière stratégie dont vous avez peut-être entendu parler, qui se constituera probablement une voie très importante dans le futur, c'est ce qu'on appelle les TILs, c'est les Tumor Infiltrating Lymphocytes. C'est en fait les lymphocytes qui sont à l'intérieur de la tumeur. En fait, ceux-là, ils ont bien reconnu la tumeur, ils ont bien arrivé à aller jusqu'à la tumeur. Ceux-là, ils sont super bons dans la lymphocytes. Et finalement, l'idée, c'est comment on pourrait en avoir plus. Ben, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, avec des techniques un peu sophistiquées, on les multiplie, et on les réinjecte au malade. Et ça, dans les mélanomes, par exemple, c'est des technologies aujourd'hui qui permettent de traiter des mélanomes qui sont en échappement thérapeutique. Donc ça, c'est toutes les nouvelles générations d'immunothérapie. Mais il n'y a pas que dans le domaine des traitements systémiques qu'on fait des progrès. Vous avez par exemple les traitements locaux. Alors vous connaissez tous la radiothérapie, même si on n'a pas accordé. La radiothérapie, vous savez que le principe, c'est en gros, vous avez un accélérateur et vous avez un traitement qui en gros dure une quinzaine de minutes par séance et on fait plusieurs séances. En fait, il y a une découverte, dont Gustave Roussy est co-découvreur, qui s'appelle la flash thérapie. L'idée, c'est de pouvoir administrer sur une période qui est non pas de 15 minutes, mais qui est simplement de quelques millisecondes, exactement la même dose de radiothérapie. Et l'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous avez une efficacité qui est même par ailleurs supérieure sur la cellule cancéreuse, mais vous épargnez beaucoup le tissu sain qui est autour. Et donc ces machines, en fait la première machine qui va traiter des patients a été installée à Gustave Roussy, mais les premières générations de machines, elles n'étaient pas capables d'aller très profondément dans les tissus. Donc elle va servir, cette première machine, à traiter exclusivement des tumeurs sous-cutanées ou de la peau, ou des métastases sous-cutanées ou de la peau. Et puis il y a la deuxième génération de machines, qui s'appelle les Deep Flash. Elles vont pouvoir traiter les lésions en profondeur. Nous, on a co-développé cette machine avec une compagnie, qui est une compagnie française en plus, qui est installée près d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Terric. On a gagné un grand appel d'offres, plus de 30 millions d'euros, pour installer cette première machine Deep Flash, et qui va servir notamment pour des tumeurs agressives, et notamment pour les cancers du pancréas. Donc ça, c'est une machine qui pourra commencer à être exploitée d'ici 2 à 3 ans. La première, elle est déjà aujourd'hui. Celle-là sera dans 2-3 ans. Simplement pour illustrer qu'on fait énormément de progrès, y compris dans les traitements locaux. Je ne vous parle pas des traitements chirurgicaux, mais c'est aussi la réalité. Du coup, si vous voulez, ce qui est très important, et le modèle qui est développé à Gustave Roussy, c'est réellement, en fait, de comprendre aujourd'hui ce qu'il se passe chez un patient. Et c'est pour ça que, je dirais, ceux qui sont venus à Gustave Roussy, mais aussi n'importe où ailleurs, on vous propose souvent d'avoir un prélèvement, parfois aussi un deuxième prélèvement, pour bien comprendre comment la maladie évolue. Ensuite, au laboratoire, et c'est pour ça qu'à Gustave Roussy, vous voyez, on a 2 salles de radiologie interventionnelle qui sont au bloc opératoire directement. Ensuite, on a des analyses et le savoir-faire que Gustave Roussy a acquis en termes de recherche, il est très vite transposé à la clinique, c'est-à-dire aux patients eux-mêmes et à la prise en charge des patients. Et donc avec des technologies sophistiquées, de plateformes qui permettent d'analyser cellule par cellule, etc., je vous passe les détails, là on arrive à mieux comprendre, à mieux cartographier, à mieux identifier les anomalies des cellules. Et ensuite, vous avez un groupe de cliniciens, de biologistes, de spécialistes de ces lésions, de ces tumeurs, qui va discuter ensemble pour définir quelle est la meilleure stratégie thérapeutique. Et c'est ce cercle vertueux qu'on essaye de mettre en œuvre pour chacun des malades. Et Gustave Roussy a été vraiment un précurseur de la médecine de précision, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le séquençage du DNA, c'est 2003. On a très rapidement fait passer les techniques de séquençage moderne, qui s'appellent le NGS, vers la routine. Et dès 2011, le premier article qui a fait la démonstration qu'on pouvait utiliser ces techniques pour la prise en charge en routine des patients a été publié. Donc ça, c'est la deuxième grande partie. Après la prévention et le diagnostic précoce, la médecine de précision. Le troisième grand pilier qui va nous permettre de changer les choses, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez tous au moins un iPhone sur vous, pour certains peut-être même 2. Vous avez tous des ordinateurs à la maison et vous passez sûrement beaucoup de temps, trop même, sur
vos outils de connexion. Or, ces outils, comme une grande partie de ce que vous avez est gratuit, ben, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, donc on collecte énormément d'informations. Pour la santé, ça va être exactement pareil. Je vous mets cette petite slide que j'ai empruntée à Uwe Jägel, qui avait fait cette première chose, mais qui montre bien que ça a bouleversé, ça a changé nos vies. Quand l'iPhone est apparu, il dit au début il n'y avait rien, et Jobs, en jouant sur l'idée de Steve Jobs évidemment, dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a cet iPhone qui est apparu il y a maintenant plus de 10 ans, et comme la lumière était bonne, Jobs sépara la lumière des ténèbres, et aujourd'hui effectivement plus personne ne vit sans ça. Et clairement, tout ce qui peut être digitalisé va être digitalisé. Aujourd'hui, tout ce que vous avez, vos prises de sang, tous les examens d'imagerie, ce que vous collectez, ce que vous ressentez, tout ça, ça va rentrer, c'est dans ces databases, ça va être analysé, etc. Donc clairement, pourquoi? Ben, pour mieux comprendre les maladies, pour mieux comprendre les différences entre les gens, pour mieux comprendre ce qui fait que certains patients vont très bien prendre leur traitement et d'autres pas, pour arriver à faire des progrès sur la mise en œuvre des traitements, le suivi des traitements, mais aussi, et je vais vous en montrer un exemple, ben pour que quelqu'un qui habite à Corté, il n'ait pas forcément besoin d'aller à Paris, ou même d'ailleurs à Bastia ou à Ajaccio, pour tous ces examens de contrôle. Peut-être qu'on peut simplement faire une prise de sang ici, remplir un questionnaire, rentrer les images de votre scanner qui ont été faits à Corté, et que tout ça soit analysé par des algorithmes au service de votre clinicien pour dire non, tout est au vert, il n'y a aucune anomalie qui évoque une évolution. Et c'est clairement ce qui va être fait. Aujourd'hui, je vous montre juste un exemple de ce qu'on fait en termes de digitalisation au service des patients. C'est une compagnie qui s'appelle Résilience, qu'on a co-créée en 2021. Cette compagnie, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, on propose à nos patients qui le souhaitent d'avoir une application sur leur smartphone ou sur leur ordinateur, et ils complètent, une fois par semaine, des informations qui concernent comment ils sont, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils ont fait, vraiment des informations qui peuvent paraître extrêmement banales. Mais l'algorithme qui est derrière, en fait, il est capable d'identifier des micro-variations, des choses que vous n'allez pas être capable de voir chez votre époux, chez votre femme, ou lorsqu'il se passe quelque chose. L'algorithme, lui, il a la finesse d'arriver à dire il se passe quelque chose. Et s'il identifie quelque chose, il y a une infirmière qui appelle le patient. Et l'infirmière, elle, évidemment, elle va aller plus dans le détail. Et si il est confirmé qu'il se passe potentiellement quelque chose, à ce moment-là, le malade est convoqué pour faire des examens, etc. Donc vous voyez que l'idée, c'est quoi? C'est que dans une certaine mesure, on va pouvoir désescalader la surveillance, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à aller tous les 3 mois faire le scanner là, mais en fait, vous allez être suivi à distance, et si tout va bien, tout va bien. Inutile de vous déplacer, les informations vont être collectées parce que votre médecin traitant va trouver, parce que vous allez remplir par vos examens d'imagerie, par vos examens biologiques. Donc ça, c'est le futur avec, vous voyez, une espèce de tableau de bord qu'a le clinicien qui s'occupe de vous, mais ça sera partageable, bien sûr, entre le médecin traitant et l'oncologue qui vous suit. Et vous voyez que ça, en 2023, c'est une solution qui est aujourd'hui remboursée. Donc c'est quelque chose qui peut être mis à la disposition de l'ensemble des malades. Donc il y a une discussion qui est aujourd'hui en cours pour que cette solution puisse être adoptée en Corse également, avec les représentants des conseils de l'ordre et des médecins libéraux et des hôpitaux, pour que cette solution puisse être disponible pour l'ensemble des malades insulaires qui sont pris en charge. Et puis bien entendu, demain, ce monitoring il va être encore plus précis. Il y en a un certain nombre d'entre vous, j'en ai vu, qui ont des montres connectées. Demain, vous allez avoir des petits sensors dans votre montre connectée qui vont pouvoir monitorer votre taux de sucre, votre taux d'hémoglobine, des petites nanoparticules qui témoignent de comment vous êtes, ce que vous mangez, etc. Et ça va permettre aussi de capter des signaux qui vont arriver à identifier très précocement les anomalies qui existent. Et je vous montre simplement d'autres exemples de développement de l'intelligence artificielle. Et vous savez que le 28 juin, dans à peine un mois, vous allez avoir ici à Corté, à l'université, 2 grandes journées dédiées au numérique en santé, avec, je dirais, un panel d'experts de très très haut niveau qui vous montreront plein d'exemples complémentaires de ce qui peut être fait et de comment aujourd'hui les mathématiques, la modélisation mathématique, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est que l'utilisation de la modélisation mathématique, notamment appliquée à la santé, va aider à développer toutes ces solutions. Et vous voyez, nous, on travaille avec beaucoup de compagnies différentes, mais par exemple, aujourd'hui, en anatomopathologie, donc les tissus que je vous ai montrés tout à l'heure, ben vous mettez cette lame et un ordinateur la lit,
il est capable d'identifier des facteurs de risque de rechute de la maladie, mais que l'œil humain n'est pas capable de capter, mais non pas parce qu'il n'y est pas entraîné, simplement parce que l'ordinateur, il identifie des caractéristiques que, de manière empirique, nous, on n'est pas capable d'identifier. De la même manière, ça, c'est important, puisque ça veut dire que, sans faire de marquage, sans faire de biologie moléculaire, on peut identifier des altérations. Par exemple, Hawking, qui est une compagnie franco-américaine avec laquelle on travaille, a enregistré aux États-Unis une application IA. Le pathologiste met la lame sous l'ordinateur et l'algorithme est capable d'identifier ce qu'on appelle le statut MSI. Alors c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup dans les cancers du côlon parce qu'on sait que quand le statut est MSI positif ou MSI high, il y a une très bonne probabilité de réponse à l'immunothérapie. Et il y a un enregistrement des immunothérapies pour ça. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire plus que ça. C'est-à-dire qu'en 15 millisecondes, vous avez le résultat juste après avoir fait le diagnostic. Donc ça va bouleverser profondément les choses. Vous comprenez bien que l'intérêt du numérique, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un nanopad super sophistiqué dans tous les centres. C'est une machine qui va le faire. Les labs, elles peuvent voyager, elles sont aujourd'hui numérisées. Tout ça peut être fait de n'importe où. De la même manière, on développe des avatars avec non seulement des avatars biologiques, mais également des avatars numériques. L'idée, c'est que demain, quand vous aurez un prélèvement, on va être capable non seulement de faire grossir dans ce qu'on appelle des organoïdes, je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, faire des espèces de mini-organes sur lesquels on va pouvoir tester un certain nombre de molécules, et c'est ce qu'on fait déjà dans certaines tumeurs digestives, mais aussi on va faire des avatars numériques. C'est quoi l'intérêt de l'avatar numérique? C'est que, en fait, la maladie, elle va être complètement décortiquée. Et sur la base des différentes voies biologiques qui vont être reconstituées de manière numérique, on pourra dire, si je bloque là, qu'est-ce qui se passe? Si je bloque là, en fait, ok, ça marche, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que je bloque là en même temps. Et du coup, ça va permettre de designer très très vite la meilleure stratégie thérapeutique ultra personnalisée pour ces patients. Donc il est clair que l'oncologie de demain ne sera pas une solution pour tous, mais sera vraiment une solution pour chacun, à une seule condition, qui est probablement la plus importante, qui n'est pas forcément scientifique, mais qui est sociétale, qui est l'équité. Et je sais bien entendu que c'est un sujet important ici en Corse, dans le centre Corse, qui est l'équité d'accès. Mais au-delà de l'équité, et pourquoi ces réunions sont importantes, Antoine, parce qu'aujourd'hui, il circule tout et n'importe quoi. Et je vais vous le montrer, c'est une enquête qui est faite aux États-Unis tous les 2 ans par l'Institut national du cancer américain. C'est des structures qui ont énormément de moyens, c'est vraiment, je dirais, des enquêtes extrêmement solides. Cette étude qui avait été publiée, alors celle-là, elle date de 2018, ensuite ils en ont plus rappelé, il y avait 4 personnes sur 10, 4 sur 10, qui pensaient qu'on pouvait traiter le cancer avec des méthodes alternatives au lieu d'utiliser les traitements conventionnels. 4 sur 10. Et je suis sûr que si de manière subjective, vous dites qui vous pensez qui pense ça, vous allez me dire c'est probablement des gens qui ont un niveau d'éducation plus faible et ça. Eh bien non. C'était des gens plus jeunes, très haut niveau d'éducation, plus haut niveau de revenus et qui étaient dans des stades malheureusement plus avancés de leur maladie et qui avaient moins de comorbidité que les autres. Or, il est clairement démontré, et c'est démontré par exemple ici, dans le cadre du cancer du poumon. Si vous utilisez des stratégies alternatives versus le traitement standard, vous avez une surmortalité de 250%. Donc il est clair qu'il est important, et je comprends parfaitement quand on est malade, qu'on regarde, qu'on cherche à avoir de l'information, y compris sur le web, mais il est clair que discutez-en avec les... Enfin, il faut que les gens discutent avec les médecins, il faut avoir un avis objectif, et vous savez qu'aujourd'hui, sur le web, on vous vend tout et n'importe quoi, et donc, clairement, ces stratégies alternatives ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas démontré que là. Vous voyez, par exemple, si vous regardez ici, il n'y a pas que ça qui est important. Il y a aussi l'accessibilité, mais aussi le problème de la proximité versus l'expertise. Alors, il y a tout le domaine que je prends souvent en exemple, qui est celui des maternités. Bien sûr que toutes les femmes qui sont enceintes, proches de l'accouchement, préféreraient aller accoucher à 10 minutes de chez elles plutôt qu'à Bastia. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir une maternité de niveau 3 à 10 minutes de toutes les femmes de Corse et d'ailleurs. Mais c'est vrai aussi pour la cancérologie.
Parce qu'en fait, il est absolument démontré, que ce soit pour la chirurgie, que ce soit pour les traitements médicaux, que plus le centre a d'expertise, plus ce sont des centres à haut volume, moins vous avez de risque de mourir de la maladie. Opérer dans un centre à haut volume versus un centre à faible volume pour un cancer du poumon, moins 22% de mortalité. Traitement du mélanome, centre à haut volume versus centre à faible volume, moins 21% de mortalité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive collectivement à trouver comment l'ensemble des malades bénéficient du meilleur, le meilleur de tout ce que je vous ai montré jusque-là, qui est la meilleure analyse biologique, la meilleure expertise. Comment on arrive à mettre en place les soins à proximité avec un environnement qui soit expert, et comment on arrive à développer cet environnement expert par des partenariats, par des collaborations, et comment on arrive à suivre de la meilleure manière possible, aussi à éduquer non pas simplement les médecins, mais l'ensemble des équipes, puisque ce qui fait la différence, c'est pas que le talent du chirurgien ou le volume d'opération du chirurgien, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est parce que l'infirmière, elle en fait plus aussi, parce que l'anesthésiste, il en fait plus aussi, parce que le réanimateur, il en fait plus aussi. Et enfin, il y a l'accessibilité aux médicaments. Aujourd'hui, je sais probablement qu'une partie d'entre vous a pu, ou dans votre entourage, souffrir de la connaissance d'un médicament qui était potentiellement actif dans la maladie, sans pouvoir y accéder. Et c'est corroboré par des chiffres, puisque vous voyez que si en Allemagne, le temps moyen d'accès au marché après enregistrement est de 35 jours, en France, il est de 533 jours. On est entre la Serbie et la Croatie. Donc, il y a aujourd'hui un problème que le président Macron a essayé de contourner avec des modifications de l'accès précoce, etc. Mais on a encore énormément d'agences, énormément d'obstacles avant que les médicaments arrivent. Il y a tout un enjeu. Et pourquoi je vous en parle? Parce que quand c'est nous qui en parlons, en fait, on est taxé d'avoir des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Même les associations de patients ont été taxées d'être soutenues par l'industrie pharmaceutique. Mais il n'y a que la société civile, il n'y a que les patients qui pourront faire bouger les choses, en disant « il n'est pas normal que pour une maladie où il y a un risque de mourir non négligeable en une année, ben, j'ai même pas l'opportunité dans cette année d'accéder à un nouveau médicament. » Et on ne parle pas de choses expérimentales, on parle des médicaments qui ont l'AMM au niveau européen. Ils ont été validés au niveau européen. Et le plus souvent, ils ont déjà été validés depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, aux États-Unis. Donc voilà un des points qui est extrêmement important. Et puis le dernier, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire face, globalement, au niveau sociétal, au coût de tout ça. Parce qu'évidemment, il faut être clair, la médecine d'aujourd'hui a un coût qui est beaucoup plus élevé que la médecine d'hier. Et vous voyez que quand on regarde la courbe rouge, c'est l'augmentation médiane aux États-Unis des revenus. Et la courbe bleue, c'est celle du coût des médicaments à partir du moment où on est rentré dans cette médecine de précision, dans cette médecine ultra personnalisée. Évidemment, on voit bien qu'il y a une dissociation entre les deux. Alors à l'époque, quand je présentais cette slide, je disais, bah oui, c'est sûr, il faut choisir, soit on fait des porte-avions, soit on met de l'argent dans la médecine. Il s'avère qu'aujourd'hui, il va probablement falloir faire les deux. Mais en pratique, c'est un choix de société. C'est à nous de dire, est-ce qu'on met énormément d'argent dans le système de santé? Est-ce qu'on le met ailleurs? Est-ce qu'on fait aussi des économies ailleurs par rapport à ce qu'on consomme en termes de santé? Comment on s'adapte? Sachant qu'il est clair que, par exemple, pour la Corse, la question s'est posée de dire, est-ce qu'on met des PET scanners ou est-ce qu'on n'en met pas? Le PET scanner, il a un coût, l'avion a un coût. Quel est le meilleur? Est-ce que le coût des PET scanners, c'est mieux de mettre des PET scans ou de mettre des médecins? Bon, chacun peut avoir son opinion. J'ai cru comprendre que la décision avait été prise, et tant mieux pour la Corse sur un PET scanner à Ajaccio et un PET scanner à Bastia. Ça évitera des déplacements. C'est un premier pas, et vous voyez tous les pas qui restent à faire, et ces pas se feront inévitablement en partenariat. Et la deuxième chose, le deuxième chiffre, alors c'est un chiffre américain, bien sûr on pourra me rétorquer que ça n'est pas le problème en France. Mais ce chiffre, il est quand même très emblématique. Il montre que qu'est-ce qui fait le plus peur à un patient américain quand il est diagnostiqué avec un cancer? Mais la première chose qui lui fait le plus peur, c'est pas de mourir. Dans 54% des cas, il a peur de mourir. Dans 57% des cas, il a peur des conséquences financières de la maladie sur son état. Et ça, il faut être conscient aujourd'hui que si on n'arrive pas à être très efficient dans notre système de santé, il y a un moment où on risque d'être confronté à un épuisement des ressources. Alors je finirai simplement pour dire que vous pouvez suivre toute l'actualité de Gustave aussi sur votre smartphone, puisque vous en avez là.
donc soit sur Instagram, Facebook, enfin, tous les réseaux sociaux existent. Bien sûr, vous pouvez nous suivre et nous soutenir, mais bien sûr, ici à Corté, soutenez en priorité les associations corses qui luttent et qui entourent et qui apportent leur soutien aux malades corses, évidemment. Je ne peux pas finir cette conférence sans penser à deux personnes. Pierre Bory, je pense qu'une grande partie d'entre vous le connaissent, qui est malheureusement mort brutalement, qui était oncologue à Bastia, mais avec lequel on travaillait beaucoup, je dirais, dans toute la Corse, et Jean-Marie Guichet, qui est ici, était un de ses amis très très proches. Pierre, qui malheureusement est mort brutalement d'une pathologie cardiovasculaire. Et puis Vincent, que vous connaissez évidemment tous, un doyen de la faculté, enfin de l'université de Corse, qui malheureusement a été diagnostiqué avec une de ces maladies dont on a parlé tout à l'heure, avec une évolution très brutale, très rapide. Et je pense que voilà, ils sont emblématiques de ce que sont aujourd'hui les enjeux autour de la cancérologie. C'est des professionnels de santé, il faut avoir les meilleurs possibles, et c'est aussi arriver à réverser le pronostic de ces maladies extrêmement graves. Avec tout ça, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions.